Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire. Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes. Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le 2e objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempêtes à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km/s. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte.
Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et à installer un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aide les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde. Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations. Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commandes à la sonde, car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de 2 nouveaux émetteurs radio, et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs, qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2, n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans. L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la 8e planète du système solaire et sa lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil, rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniac et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète naine. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS-43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde, qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passée devant Saturne, elle a pris un chemin différent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle peut facilement communiquer avec les 2 installations de l'hémisphère nord. La mise à niveau dont a bénéficié le complexe de Canberra peut aussi profiter à d'autres missions spatiales, comme par exemple le rover martien Perseverance qui a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. L'antenne sera également cruciale pour l'exploration d'autres planètes et de la Lune. Toutes les planètes du système solaire s'alignent lentement. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune sont sur le point de former une ligne droite. Cet événement qu'on appelle une parade de planètes se produit une fois tous les 176 ans. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a près de 40 ans. C'était une chance unique d'explorer toutes ces planètes d'un coup. Le 20 août 1977, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le centre spatial Kennedy de la NASA pour assister au lancement de la mission spatiale la plus lointaine et ambitieuse de l'histoire. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. La fusée Titan a décollé de la Terre et quitté l'atmosphère.
Une fois dans l'espace, elle a lancé la sonde Voyager 2, qui a commencé son voyage. Cette sonde mesurait environ 50 cm de haut pour 1,80 m de long et était équipée d'une antenne parabolique de 3,70 m de diamètre. La plupart des équipements scientifiques étaient montés sur une perche qui s'étendait à 2,50 m vers l'extérieur. Le 5 septembre 1977, Voyager 1, une sonde identique, a quitté notre planète. Elle nous a envoyé des photos de la Terre et de la Lune. Elle a rapidement dépassé Voyager 2, lancée 2 semaines plus tôt. C'est pourquoi la deuxième sonde portait le numéro 1. Et c'est ainsi qu'a commencé son voyage dans le néant. Le 5 mars 1979, à environ 4 fois la distance entre la Terre et le Soleil, Voyager 1 s'est approchée de Jupiter, prête à l'analyser à l'aide d'une douzaine de gadgets, dont un système de caméras comprenant différents objectifs. Elle pouvait ainsi prendre des photos de la planète avec la caméra grand angle ainsi que des gros plans de certains endroits spécifiques, de la géante gazeuse et de ses satellites. La sonde disposait également d'un équipement capable de déterminer la composition atmosphérique, le poids et les champs gravitationnels des planètes qu'elle rencontrait. Des spectromètres à infrarouge et ultraviolet pouvaient mesurer les radiations et températures invisibles à l'œil humain. Divers capteurs analysaient les rayons cosmiques. Voyager 1 a ainsi découvert des volcans en dehors de la Terre. Il se trouvait sur le satellite de Jupiter, Io, qui possède des dizaines de volcans actifs, crachant constamment de la lave. Puis la sonde a pointé ses caméras sur la grande tache rouge. On a ainsi appris qu'il s'agissait d'une tempête géante ressemblant à un cyclone qui ne s'est jamais arrêté depuis le début des observations de Jupiter. C'est aussi la première fois que des éclairs étaient détectés en dehors de notre planète. Voyager 1 a aussi remarqué que Io agissait comme un générateur électrique pour Jupiter. Des ions, qui sont des particules chargées, volaient constamment vers la géante gazeuse, formant un courant électrique de 5 millions d'ampères. Voyager 1 continua ensuite son voyage. 5 mois plus tard, Voyager 2 s'est aussi approché de Jupiter. Cette planète a des anneaux autour d'elle, mais différents de ceux de Saturne. Quand les satellites rocheux de Jupiter sont entrés en collision, ils ont formé de petits débris qui se sont progressivement transformés en fine poussière. Puis Voyager 2 s'est approché d'Europe. Cette lune est recouverte d'une croûte de glace protégeant un océan liquide qui pourrait héberger la vie. Voyager 2 a été la première à photographier les fissures dans cette croûte de glace. En volant près de Io, Voyager 2 a découvert que 6 volcans de sa surface étaient encore en éruption. Cela signifie que les périodes d'activité de ces volcans pouvaient durer plusieurs mois. Les 2 sondes spatiales ont fait plusieurs fois le tour de Jupiter, puis elles se sont enfoncées plus loin dans l'espace. Une telle manœuvre gravitationnelle leur permettait de gagner en vitesse et d'économiser du carburant. Le 9 novembre 1980, Voyager 1 avait déjà parcouru 8 fois la distance Terre-Soleil. Elle arriva vers Saturne et découvrit 3 nouveaux satellites de la géante gazeuse, Atlas, Prométhée et Pandore. Cela prouva la théorie selon laquelle ces satellites étaient des lunes maintenant les anneaux de Saturne alignés. Il s'est aussi avéré que, contrairement à Jupiter, ces anneaux contenaient aussi de la glace. Voyager 1 a observé Titan, le plus grand satellite de Saturne. Il est 50% plus grand que notre Lune et a même une atmosphère. C'est le seul endroit du système solaire à part la Terre où la présence d'eau liquide ait été prouvée. C'est pourquoi les scientifiques ne nient pas la possibilité de vie là-bas. Voyager 1 a ensuite quitté l'orbite de Saturne, mais en prenant cette fois de la hauteur par rapport à l'alignement des planètes. Presque un an plus tard, Voyager 2 est arrivé et a survolé plusieurs satellites glacés de Saturne. On pense qu'il y a longtemps, ces lunes sont entrées en collision et ont projeté d'énormes morceaux de glace et de roches dans l'espace. En orbitant autour de Saturne, ces débris se sont lentement transformés en poussière composée de glace et de roches, donnant ainsi naissance aux fameux anneaux de Saturne. Voyager 2 est ensuite partie vers sa prochaine cible, située à 17 fois la distance Terre-Soleil, où elle arriva 5 ans plus tard. Pour la toute première fois, un objet fabriqué par l'homme s'approcha d'Uranus. Voyager 2 y a découvert 11 nouvelles lunes. Elle a aussi découvert qu'Uranus était la planète la plus froide du système solaire. Sa température est de moins 213 degrés Celsius. C'est 4 fois plus froid que la température du pôle Sud. À ce moment, la Deep Space Network était testée pour la première fois sur Terre.
Il s'agit d'un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète qui visent certains points du ciel pour établir une communication avec des objets extrêmement éloignés. Ces télescopes ont reçu avec succès les signaux de Voyager 1 et Voyager 2. Le 25 août 1989, Voyager 2 avait déjà parcouru 23 fois la distance Terre-Soleil pour arriver à Neptune. C'était la première fois que l'on recevait des images de cette planète bleue d'aussi près. La sonde y a découvert 6 nouvelles lunes et a également pris les premières photos des anneaux de Neptune. Les ingénieurs ont ensuite coupé les caméras de la sonde afin d'économiser de l'énergie pour son ordinateur principal et les instruments mesurant les vents solaires et interstellaires. Voyager 2 a ensuite quitté Neptune pour se diriger vers l'espace lointain, là où elle n'avait plus besoin de caméras. Quelques mois plus tard, Voyager 1 a envoyé sa dernière photo à la Terre. C'est un portrait de famille de notre système solaire tout entier. Chaque point pâle montre une planète. On reconnaît à peine la Terre. Sa caméra a ensuite été coupée pour économiser de l'énergie. C'était le début de la mission interstellaire de Voyager 1. Pendant 15 ans, la sonde a volé aux confins du système solaire. Le 16 décembre 2004, elle a traversé le choc terminal. C'est là que le vent solaire ralentit soudainement et se réchauffe après être entré en collision avec le vent interstellaire. Voyager 1 a réussi à endurer cette épreuve et a poursuivi son aventure. En 2007, Voyager 2 a traversé la même frontière. À ce moment, ses capteurs ont enregistré une température d'environ 130 degrés. Mais la sonde a réussi à y résister et a poursuivi son voyage dans le cosmos. Les 2 sondes se sont ensuite déplacées dans des directions différentes. Elles ont ainsi découvert que l'héliosphère, cette bulle de vent solaire, n'était pas parfaitement ronde mais ressemblait plutôt à un œuf. Le 25 août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. C'est aussi l'objet artificiel envoyé le plus loin de toute l'histoire de l'humanité. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a également quitté le système solaire, poursuivant également son voyage dans l'espace lointain. Les 2 sondes voyagent maintenant depuis 44 ans. Voyager 1 a parcouru 153 fois la distance Terre-Soleil en filant à plus de 60 000 km/h. Dans environ 300 ans, les sondes atteindront le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant le système solaire où il n'y a que des astéroïdes et des blocs de glace. Les scientifiques pensent que les sondes pourraient atteindre les étoiles les plus proches dans les 40 000 prochaines années. Peut-être qu'un jour elles exploreront des mondes inconnus. Elles pourraient découvrir des planètes ressemblant à la nôtre. Elles pourraient même rencontrer une civilisation intelligente. C'est pour cela que chaque sonde transporte un disque d'or sur lequel figure un message contenant 115 images, dont nos systèmes numériques, une carte du système solaire, des images de ces planètes, des diagrammes de l'ADN humain, des portraits d'humains, des paysages terrestres, des salutations traduites dans 55 langues de la Terre, y compris les plus anciennes et les plus récentes, et également 90 minutes de musique provenant de différents endroits de notre planète. Les sondes Voyager transportent aussi un dispositif permettant de lire ces sons. Si une autre civilisation reçoit cet enregistrement, ces scientifiques pourront alors le décoder et ils pourraient décider de nous rendre visite. Ils devraient cependant répéter le voyage inverse de Voyager, soit des dizaines d'années-lumière à travers l'espace intersidéral, entrer dans notre système solaire et enfin survoler Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la ceinture d'astéroïdes en direction de notre petite planète bleue. Nous pouvons seulement espérer que notre civilisation sera alors assez développée pour les accueillir. Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire. Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes.
Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le deuxième objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempêtes à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km par seconde. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte. Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et à installer un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aide les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde. Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations.
Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commande à la sonde, car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de 2 nouveaux émetteurs radio, et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs, qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2, n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans. L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la 8e planète du système solaire et sa lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil, rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniac et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète naine. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS 43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde, qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passée devant Saturne, elle a pris un chemin différent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle peut facilement communiquer avec les 2 installations de l'hémisphère nord. La mise à niveau dont a bénéficié le complexe de Canberra peut aussi profiter à d'autres missions spatiales, comme par exemple le rover martien Perseverance, qui a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. L'antenne sera également cruciale pour l'exploration d'autres planètes et de la Lune. Voyager 1, qui voyage dans l'espace interstellaire depuis plus de 45 ans et arbore aujourd'hui une longue barbe grise, non, je plaisante, a soudainement commencé à envoyer des signaux étranges vers la Terre. Encore plus bizarre, il n'y a aucun signe que la sonde soit abîmée, ni quoi que ce soit de ce genre. Les scientifiques de la NASA essaient désespérément de trouver la raison de cette anomalie. Alors, que s'est-il passé exactement ? Tout d'abord, laisse-moi t'en dire un peu plus sur Voyager 1 et son long voyage. Voyager 1 est une sonde spatiale américaine. Les scientifiques de la NASA l'ont envoyée dans l'espace le 5 septembre 1977. L'objectif de Voyager était d'explorer les planètes excentrées de notre système solaire, à savoir Jupiter et Saturne. Au départ, les scientifiques pensaient que sa mission durerait environ 5 ans. C'est peu de choses que de dire qu'il faisait erreur. La sonde a dépassé toutes les attentes. Non seulement elle a rempli sa mission, mais elle fonctionne toujours. Elle s'est avérée bien plus résistante que prévu. Voyager 1 parcourt l'espace depuis plus de 45 ans. Il serait difficile de sous-estimer tout ce que Voyager 1 a accompli pour la science. Tout d'abord, elle a envoyé avec succès de nombreuses photos de Jupiter et de Saturne vers la Terre. Au fait, tu peux admirer ces photos toi-même. Elles sont publiées sur le site de la NASA. Grâce à Voyager, nous avons aussi découvert plusieurs nouvelles lunes de Jupiter et un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Nous avons appris que la célèbre tache rouge de Jupiter était en fait une tempête géante et super rapide. Et après avoir quitté l'orbite de Neptune, Voyager nous a aussi envoyé beaucoup de données importantes sur le plasma interstellaire. Ainsi, Voyager 1 a prouvé avec succès aux scientifiques à quel point elle était utile. Après cela, elle s'est joyeusement dirigée vers son objectif suivant,
la ceinture de Kuiper et les confins de l'héliosphère. La ceinture de Kuiper est un anneau de corps glacé qui s'étend de Neptune à une distance d'environ 5 UA du Soleil. Elle est un peu similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais environ 20 fois plus étendue et 100 fois plus lourde. L'héliosphère est une zone autour du Soleil où la pression du vent solaire est équilibrée par la pression du gaz interstellaire. Oui, je sais, ça a l'air un peu compliqué et très pointu, dit comme ça. Mais garde à l'esprit que ces données nous aident vraiment à comprendre l'univers dans son ensemble. C'est donc la dernière mission de Voyager. Nous en dire plus sur l'espace interstellaire. La sonde nous a déjà envoyé plus de 60 images formant une mosaïque du système solaire à une distance de plus de 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques ont utilisé ces clichés pour composer une grande photo colorée. La photo a été baptisée un point bleu pâle. Et tu as probablement déjà deviné ce qu'est ce point. Oui, c'est à ça que ressemble notre Terre à travers les objectifs de Voyager. Cette photo montre clairement à quel point nous sommes minuscules. Mais Voyager 1 a aussi une autre mission, encore plus importante. Raconter à d'autres civilisations ce que nous sommes nous, les humains. Tu as peut-être entendu parler des fameux disques d'or de Voyager. Les scientifiques ont créé tout un tas de fichiers audio et vidéo et les ont enregistrés sur ces supports. Il y a plusieurs sections. La première contient Bonjour en 55 langues, y compris des langues anciennes et éteintes. Près de 80% des enregistrements sont des morceaux de musique différents. Musique classique, Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky. Musique folklorique de différents pays et différentes époques, et un peu de blues, par exemple de célèbres chansons de Louis Armstrong et de Chuck Berry. Les 20% restants contiennent des enregistrements de différentes voix humaines, des sons de la nature et des cris d'animaux, ainsi que 116 images codées en signaux audio. Il y a aussi des enregistrements d'un discours de Kurt Waldheim, un ancien secrétaire de l'ONU, et de Jimmy Carter, le président américain de l'époque. Il s'agit simplement de messages amicaux. En plus des disques, les scientifiques ont aussi préparé un instrument pour les lire. Mais ne t'inquiète pas, ils ont aussi envoyé un dessin qui montre comment utiliser tout ce matériel et comment traduire les sons en images. Ils ont ajouté les coordonnées de la Terre, qu'ils ont créées à l'aide d'une carte des pulsars. Elle montre la position du Soleil dans la Voie lactée. Le disque a été emballé dans un boîtier en aluminium et recouvert d'or pour le protéger des radiations et de la poussière cosmique. Avec cet enregistrement, Voyager 1 a entamé son long voyage. Elle a déjà parcouru une sacrée distance. En ce moment, Voyager 1 se trouve à 154 unités astronomiques de nous, ce qui représente environ 23,3 milliards de kilomètres. Cela en fait l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre. Avant, c'était la mission Pioneer 10 qui détenait ce record, mais Voyager l'a dépassé en 1998. Quelle bonne affaire pour la NASA, elle a largement dépassé sa date de péremption. Voyager 1 est en fait si cool qu'elle a même surpassé sa sœur jumelle, Voyager 2, qui, soit dit en passant, avait été envoyée dans l'espace 2 semaines plus tôt. Voyager 1 se déplace à une vitesse de 17 km par seconde, ce qui représente 56 000 km par heure. Pour comparaison, la voiture de sport la plus rapide du monde ne se déplace qu'à 491 km à l'heure. Il est donc difficile de concevoir la vitesse de Voyager. Quoi qu'il en soit, en ce moment, Voyager se dirige vers les frontières du nuage de Oort. C'est le nom d'une couche hypothétique d'objets glacés entourant le système solaire. Les astronomes n'ont pas encore confirmé son existence, mais ils sont presque sûrs qu'il est là. Après tout, les trous noirs eux-mêmes n'étaient qu'une théorie il n'y a pas si longtemps encore. Malheureusement, Voyager 1 ne reviendra pas dans notre système solaire. Elle restera en contact avec la Terre au moins jusqu'en 2025. Puis finalement, le contact sera perdu pour toujours. Dans 300 ans, elle atteindra les frontières du nuage de Oort. Et dans 30 000 ans, je ne serai plus là, moi, elle quittera enfin le système solaire. Enfin, si rien ne lui arrive en cours de route, 10 000 ans après ça, Voyager 1 s'approchera de l'étoile naine rouge Gliese 445, située dans la constellation de la Girafe. Ensuite, la sonde continuera probablement à se balader dans la Voie lactée. Et maintenant, parlons enfin de ces mystérieux signaux. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, une chose plutôt inhabituelle. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui surveille et contrôle les 2 voyageurs, a signalé ce problème en mai 2022. Notre vieille sonde spatiale a soudainement commencé à envoyer des données étranges vers la Terre. Cette situation laisse même les ingénieurs de la NASA perplexes. Je parie que tu te dis « Oh, elle est probablement simplement tombée en panne ou quelque chose comme ça ». Mais la vérité est que Voyager 1 va très bien. Elle fonctionne comme d'habitude,
reçoit et exécute les commandes envoyées depuis la Terre et continue de collecter et d'envoyer des données scientifiques. Mais les relevés de l'AACS, qui signifie sous-système de contrôle d'attitude et d'articulation, ne nous montrent plus dans quel état se trouve réellement Voyageur. Ce système assure l'orientation de la sonde dans l'espace et l'aide à rester en contact avec la Terre. Donc en gros, ces signaux signifient que l'orientation de la sonde dans l'espace est perturbée. Mais les scientifiques affirment que ce n'est pas le cas. Ils savent que la source du signal, l'antenne, se trouve dans la même position par rapport à la Terre que prévu. Le problème n'a déclenché aucun des systèmes de protection contre les défaillances. La sonde n'est même pas passée en mode sans échec. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans l'univers ? Suzanne Dodd, la responsable du projet, affirme que le problème n'est en fait pas si inattendu. Après tout, Voyageur 1 a déjà 45 ans. L'experte admet que ce qui arrive à la sonde reste un mystère pour eux. Ils ne savent pas exactement d'où proviennent ces données incorrectes. Et la façon dont cela affectera le fonctionnement de Voyageur n'est pas très claire. Elle ajoute cependant que ce n'est pas si surprenant que cela, étant donné que la sonde se trouve dans l'espace interstellaire. Le niveau de radiation y est très élevé. Aucun vaisseau spatial n'a jamais atteint ce point auparavant. Les scientifiques de la NASA disent qu'ils vont continuer à surveiller de près les données provenant de Voyageur 1, jusqu'à ce qu'ils trouvent le problème. S'ils le trouvent, l'équipe directrice essaiera de le résoudre. Sinon, ils devront s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais il se peut que la seule compréhension du problème ne suffise pas vraiment. Il faut pas moins de 20h33 pour recevoir un signal de Voyageur. Et il faut le même temps pour y répondre. Au moins, la deuxième sonde, Voyageur 2, va très bien. Même si elle se trouve aussi actuellement dans l'espace interstellaire à une distance de 19,3 milliards de kilomètres de la Terre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'attendre des nouvelles et espérer que le problème sera résolu. En fait, je me demande combien de temps Voyageur 1 va encore durer. Sera-t-elle capable de voler jusqu'aux frontières du nuage de Oort dans 300 ans ? Et toi, qu'en penses-tu ? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Depuis des décennies, l'exploration de l'espace suscite les rêves des hommes. Et depuis l'an 2000, une présence humaine continue a été maintenue en orbite. Récemment, un nouveau record a été établi. Il y a à peine quelques semaines, 17 personnes de 5 nationalités différentes se trouvaient simultanément en orbite terrestre. Le précédent record remontait à septembre 2021, lors de la mission Inspiration 4, financée par des fonds privés, où le nombre de personnes en orbite atteignait 14. Voyons cela. Récemment, 3 nouvelles personnes ont rejoint la station spatiale chinoise de Tiangong. À bord se trouvent également 3 autres astronautes, présents depuis novembre 2022, qui devraient retourner sur Terre en juin. Par ailleurs, 7 individus se trouvent à bord de la Station spatiale internationale, tandis que 4 membres d'équipage ont quitté l'ISS à bord du véhicule Crew Dragon Freedom de SpaceX, retournant avec succès sur Terre le 30 mai 2023. Cela laisse 13 personnes en orbite. Fait intéressant, ce record inclut également la 600e personne à atteindre l'orbite terrestre. Rayana Barnaoui, membre de la mission Axe 2, est devenue la 600e voyageuse spatiale et la première saoudienne à voyager dans l'espace. Mais on a quelque chose d'encore plus fascinant à vous révéler. En effet, le record du plus grand nombre de personnes dans l'espace, et pas uniquement en orbite terrestre, a également été battu il y a peu. Toutefois, ce record n'a duré que 5 minutes environ. Durant ce bref laps de temps, 20 personnes se trouvaient hors de la planète. Ce record a été établi lorsque 6 membres de l'équipage du VSS Unity 25 de Virgin Galactic se trouvaient en même temps que 3 taïkonautes chinois vivant et travaillant à bord de Tiangong, ainsi que 11 astronautes à bord de l'ISS. Cela commence à être sacrément encombré. Eh bien, la Station spatiale internationale a toujours accueilli la majorité des voyageurs spatiaux en provenance de la Terre. Cependant, je parie que certains faits fascinants sur cette prouesse technologique vous échappent encore. L'ISS est l'un des objets les plus brillants dans le ciel nocturne. Le plus impressionnant ? Vous pouvez vous inscrire à un service spécial qui vous enverra une notification chaque fois que la station passe juste au-dessus de votre emplacement et reste visible à l'œil nu. Personnellement, on l'a observé à de nombreuses reprises, et c'est une expérience vraiment impressionnante. Normalement, vous pouvez la voir entre le crépuscule et l'aube, mais attention, car la station se déplace extrêmement vite. À une vitesse de 8 km par seconde, elle boucle une orbite complète autour de la Terre en seulement 90 minutes. La Station spatiale internationale est un véritable record en soi. C'est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace, avec une longueur de 110 mètres,
soit la même taille qu'un terrain de football. Son poids atteint environ 450 tonnes, et 8 vaisseaux spatiaux peuvent s'amarrer à l'ISS simultanément. L'espace de vie et de travail à bord est plus vaste qu'une maison de 6 chambres. Les astronautes disposent de 6 dortoirs, d'une salle de sport, de 2 salles de bain, ainsi que d'une impressionnante vue panoramique à 360 degrés depuis leur grande baie vitrée. Passons aux détails plus techniques. Sur l'ISS, les astronautes n'ont pas à affronter de mauvaises odeurs. Une personne spécialement formée sent tout ce que les astronautes emportent avec eux pour les protéger des mauvaises odeurs. Le problème est que, dans l'espace, vous ne pouvez pas simplement aérer la pièce si l'odeur devient désagréable. C'est pourquoi la NASA est extrêmement prudente concernant les fragrances autorisées à bord. Enfin, sachez qu'il est nécessaire de se débarrasser de ces vêtements après chaque utilisation, car chaque simple chargement d'un demi-kilogramme envoyé à l'ISS coûte jusqu'à $10 000. Il est donc plus économique de jeter ces vêtements sales que de gaspiller de l'eau pour les laver. En dormant, vous bénéficieriez d'un flux d'air exceptionnel autour de vous. Sinon, le dioxyde de carbone que vous expireriez formerait une bulle autour de votre tête, entraînant une privation d'oxygène. Et cela n'est clairement pas idéal. Les gens pensent souvent que dans l'espace, la gravité devient nulle, d'où l'apesanteur que ressentent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La gravité reste l'une des forces les plus fondamentales de l'univers. Grâce à elle, la Lune peut orbiter autour de la Terre, et le Soleil ne dérive pas de notre galaxie, la Voie lactée. Mais sur l'ISS, les astronautes ne rencontrent pas de gravité à part entière, mais une microgravité, autrement dit, une gravité très faible. La gravité terrestre à bord de la station est seulement 10 à 12% plus faible que celle à la surface de la planète. Cependant, les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau, les personnes à bord et tous les objets continuent de tomber vers l'avant, non pas vers le bas, mais autour de notre planète, suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets semblent flotter. Cependant, nos plans d'exploration spatiale vont bien au-delà de l'orbite terrestre à bord de la Station spatiale internationale. Nous nous préparons à envoyer des missions sur la Lune et à établir des colonies sur Mars. Certains experts estiment qu'au cours des 25 prochaines années, environ 20 000 personnes pourraient quitter la Terre. Mais combien de personnes faudrait-il pour coloniser un système stellaire entier? En 2002, l'anthropologue John Moore de l'Université de Floride a avancé qu'un vaisseau spatial transportant 150 passagers pourrait quitter la Terre et entreprendre un voyage de plusieurs milliers d'années vers un autre système stellaire. À leur arrivée, les descendants de l'équipage initial pourraient bâtir des colonies sur un nouveau monde. Cela semble être un projet aussi ambitieux que titanesque. Mais poursuivons. Le système stellaire le plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière de notre planète. À l'échelle cosmique, c'est la porte à côté. Cependant, pour nous, c'est une distance tellement gigantesque qu'il faudrait construire un vaisseau générationnel pour y parvenir. Mais la vraie question est de savoir combien de personnes il faudrait envoyer pour garantir une diversité génétique suffisante. Une nouvelle étude contredit John Moore, affirmant qu'il faudrait bien plus de 150 personnes. Selon un scientifique de l'Université d'État de Portland, un vaisseau voyageant vers un monde aussi lointain devrait transporter au minimum 10 000 individus. Ce nombre pourrait assurer le succès de la mission. 40 000 personnes seraient encore mieux, car qui sait ce qui pourrait arriver aux voyageurs lors d'un trajet aussi périlleux et sans précédent. Pour le moment, la NASA n'est pas prête à envoyer des humains même sur Mars, alors encore moins vers un système solaire éloigné. Toutefois, quelques organisations privées travaillent sur ce projet. Elles espèrent rendre les voyages interstellaires possibles au cours du siècle prochain, en misant sur une augmentation significative de la vitesse de propulsion, ce qui pourrait réduire le temps de voyage entre les étoiles à seulement quelques centaines d'années. Les chercheurs ont mené plusieurs simulations pour analyser les différents scénarios pouvant se produire lors d'une telle mission interstellaire. Ils en ont conclu que le succès de cette mission dépendrait grandement de la taille de la population de départ. La diversité génétique permettrait de maintenir la santé des voyageurs. Plus la population est grande, plus elle est diversifiée. Et 150 personnes ne suffiraient clairement pas pour maintenir cette diversité génétique. Même une population de 500 personnes n'y suffirait pas. D'un autre côté, si nous envoyons 40 000 personnes vers un autre système stellaire, nous pourrions maintenir une variation à 100%. Même 10 000 voyageurs rendraient le scénario relativement stable, ce qui signifie que tout nombre compris entre 10 et 40 000 personnes serait un pari assez sûr. Mais bien sûr, nous ne pourrions pas envoyer autant de personnes avec un seul vaisseau spatial. Il faudrait en construire plusieurs et les répartir.
Ces vaisseaux pourraient être modulaires, capables de s'amarrer ensemble pour le commerce et le contact social, probablement pour maintenir une certaine diversité génétique. Cependant, ils voyageraient séparément afin que, si un désastre frappait l'un d'eux, les autres s'en sortent indemnes. Mais pour rendre le voyage interstellaire possible, les chercheurs et ingénieurs devront surmonter de nombreux défis. Accroître la vitesse de propulsion, gérer les effets négatifs de la vie spatiale, et inventer des systèmes autonomes fournissant air, eau et nourriture. Ou bien, nous pourrions simplement décider de réparer notre propre planète et de rester chez nous. Vous savez ce qui serait vraiment cool? Avoir un minuscule hélicoptère sur Mars, capable de bourdonner dans les airs pour scruter les environs depuis les hauteurs, photographier le sol martien et rechercher, de manière autonome, d'éventuelles traces de vie extraterrestre dissimulées. Un jour, au sein de la NASA, une idée si audacieuse a réellement été formulée. Puis, ils ont concrétisé ce projet. Voici Ginny, l'une des avancées scientifiques les plus remarquables depuis les débuts de l'exploration spatiale. En 2020, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ou JPL, a discrètement intégré à sa mission martienne un projet annexe de petite envergure. Nommé Ingenuity, cet engin volant visait à déterminer si le vol motorisé pouvait fonctionner sur une autre planète. Il ne s'agissait que d'un essai technique. La véritable mission, quant à elle, consistait à explorer la surface martienne à l'aide du rover Perseverance. En 2021, un robot scientifique à 6 roues, comparable en taille à un petit SUV, a touché le sol martien au sein du cratère G0. Les scientifiques estiment qu'un lac occupait jadis cet endroit il y a environ 3,5 milliards d'années. Ce détail est fondamental, car là où l'on trouve de l'eau ancienne, une vie extraterrestre pourrait bien avoir existé. Perseverance fonctionne comme un laboratoire mobile. Il peut analyser les roches, forer le sol et conserver des échantillons dans de petits tubes en vue d'analyses ultérieures. Ces prélèvements s'inscrivent dans un plan à long terme. La NASA et l'ESA ambitionnent de les rapatrier en 2033 pour les étudier. Cela pourrait-il nous apprendre que la vie a déjà existé ailleurs que sur Terre? Peut-être que ces échantillons ne fourniront pas une preuve irréfutable, mais cela reste notre meilleure chance. Soudain, 2031 semble si lointain. Le rover est équipé d'une série d'instruments et d'outils d'analyse qui pourraient s'avérer précieux pour les futures explorations martiennes. Mais l'héroïne de cette histoire est Ginny. L'inspiration de ce petit hélicoptère est née des drones terrestres, et l'idée a émergé de lui faire servir d'éclaireur à Perseverance. Mais en concevoir un capable de fonctionner sur Mars relevait presque de l'impossible. Le premier obstacle concernait l'atmosphère martienne. Sa pression n'atteint qu'environ 1% de celle que nous connaissons sur Terre, ce qui laisse très peu de matière contre laquelle exercer une poussée. Sur notre planète, les pales des hélicoptères s'appuient sur un air dense pour générer de la portance. Sur Mars, l'air est si rare que cela s'apparenterait à brasser dans le brouillard. On effectue les mêmes gestes. Sans le moindre effet, il fallait aussi compter avec la gravité. Sur Mars, elle équivaut à environ 38% de celle de la Terre. Cela aide quelque peu, mais pas suffisamment pour compenser l'absence d'air. Pour parvenir à voler, l'engin devait être d'une extrême légèreté, avec de grandes pales tournant à vive allure, afin de saisir cet air raréfié. Et il y avait aussi le froid. La nuit, les températures tombent à moins 90 degrés, soit l'équivalent des records de froid relevés en Antarctique. De telles conditions sont assez extrêmes pour endommager l'électronique, et les batteries supportent mal le froid. Ginny se rechargeait donc en journée avec un petit panneau solaire, puis utilisait cette énergie pour survivre au gel nocturne. Chaque jour, les chercheurs redoutèrent qu'elle ne se pose dans l'ombre d'une colline, car cela l'empêcherait de se recharger. Et comme elle n'était pas pilotable à distance, chaque déplacement comportait un vrai risque. Mars est si lointaine que les signaux peuvent mettre jusqu'à 20 minutes pour y parvenir. Imaginez un jeu vidéo où votre personnage réagit autant de temps après vos commandes. Ginny devait donc être entièrement autonome. Malgré toutes ces contraintes techniques, Ginny a fait bien plus que voler. Ce qui devait être un simple test de 30 jours avec 5 vols à l'essai, s'est transformé en une mission complète d'assistance qui a duré 3 années entières. Alors, comment les ingénieurs ont-ils réussi cet exploit? Ils ont commencé par alléger Ginny au maximum. Elle ne pesait qu'1,8 kg, soit moins qu'un chat. Elle transportait pourtant 2 caméras, une batterie, un ordinateur de vol, une antenne radio et un petit radiateur. Chaque composant a été réduit ou miniaturisé. Les pales étaient l'élément essentiel. Sur Terre,
celles d'un petit hélicoptère tournent entre 400 et 500 tours par minute. Mais cela n'aurait jamais suffi sur Mars. Les 2 rotors de Genie devaient tourner 5 fois plus vite et atteindre environ 2500 tours par minute pour pouvoir générer une portance suffisante. Chaque pale mesurait environ 60 cm de long et était fabriquée en fibre de carbone, un matériau aussi léger qu'une plume, mais d'une solidité remarquable. Contrairement aux drones classiques dont les pales sont disposées côte à côte, celles de Genie étaient superposées, tournant en sens inverse, ce qui annulait l'effet de torsion produit par une seule pale en rotation. Vous avez sûrement remarqué que les hélicoptères sont équipés d'un petit rotor à l'arrière. Il est indispensable car lorsque le rotor principal génère la portance, il provoque aussi une force de torsion, le couple, qui pousse tout l'appareil à tourner dans l'autre sens. Sans un dispositif pour compenser cette rotation, l'hélicoptère se mettrait à tournoyer sur lui-même dans les airs. Genie ne pouvait pas être doté d'un rotor de queue. Cela aurait ajouté du poids, augmenté la consommation d'énergie et rendu l'ensemble encore plus complexe. Les ingénieurs ont donc contourné le problème en concevant 2 grandes pales empilées l'une sur l'autre, tournant en direction opposée, ce qui empêchait le drone de perdre le contrôle en vol. En matière de contrôle, Genie ne possédait pas une intelligence artificielle complète, mais elle n'était pas non plus télécommandée. Depuis la Terre, la NASA transmettait des plans de vol, mais une fois en l'air, le drone volait seul en s'appuyant sur ses capteurs et son programme embarqué. En somme, c'était un pilote automatique particulièrement sophistiqué. Pour maintenir sa trajectoire, il observait le sol avec une caméra orientée vers le bas, comme s'il suivait sa propre ombre. Enfin, le moment tant attendu eut lieu en avril 2021. Genie s'éleva du sol martien et resta en vol stationnaire pendant 39 secondes. Elle monta à environ 3 mètres d'altitude, demeura immobile un instant, effectua une légère rotation, puis se posa doucement sur la poussière rouge. Le vol fut aussi bref que simple, un petit pas pour le drone, mais un bond considérable pour l'humanité. Durant les 3 années suivantes, l'équipe en charge a repoussé les limites toujours plus loin, en voyant Genie voler à des distances croissantes. Vue du ciel, Genie percevait bien davantage que le rover. Elle contribuait à cartographier les environs, à repérer des dangers comme le sable instable ou les rochers escarpés, et à identifier des raccourcis pour persévérance. Elle a même, en un sens, sauvé le rover grâce à ses clichés qui ont permis d'éviter une dune piégeuse. Genie a également photographié des roches stratifiées intrigantes, précisément le type de formation que l'on examine lorsqu'on cherche des traces de vie anciennes. Dès qu'un élément insolite ou prometteur apparaissait depuis le ciel, Persévérance se déplaçait pour l'inspecter, et cela a dépassé toutes les attentes. Mais en janvier 2024, Genie a disparu. Le drone devait simplement effectuer un petit saut, monter, flotter un instant, puis redescendre. Une manœuvre banale. Pourtant, juste après le décollage, la NASA a perdu tout contact. Pendant un moment, plus rien. Le silence. Quelques jours plus tard, un signal faible parvint enfin à la NASA qui put extraire les données de vol. Genie avait survolé une zone sans relief. Or, son système de navigation repose sur une caméra dirigée vers le sol, fonctionnant comme une souris optique. Sans texture, aucun repère. En plein vol, le drone fut désorienté, s'inclina, et lors de l'atterrissage, l'une de ses pales heurta le sol. La NASA a confirmé le diagnostic. L'une des pales est endommagée, et Genie ne revolera plus. Pourtant, ce n'est pas une fin tragique. En dépit de ses ailes brisées, le drone conserve son utilité. Après le vol 72, il a reçu un nouveau logiciel et une mission inédite. Rester actif et collecter chaque jour des données, possiblement pour les prochaines années. Ses capteurs et sa caméra enregistrent désormais température, pression atmosphérique et niveau de poussière. En somme, Genie est devenue une observatrice au sol. Et maintenant, il faut patienter jusqu'en 2030, tout en développant de nouveaux drones. Le plus ambitieux d'entre eux s'appelle Dragonfly, un engin de la taille d'une voiture, dont le lancement est prévu en 2028, à destination de Titan, l'une des lunes de Saturne. Titan offre une atmosphère dense et une faible gravité. Un cadre idéal pour un drone. Dragonfly explorera cette étendue glacée en se déplaçant par bonds successifs à la recherche de vie. Un peu comme le grand cousin de Genie, à propulsion nucléaire, et avec une lune entière à explorer. Le succès d'Ingenuity pousse déjà la NASA à concevoir une nouvelle génération d'hélicoptères martiens plus performants.
Certains pourraient être équipés de pinces pour récupérer des échantillons rocheux ou coopérer avec des rovers dans des missions de collecte avancées. Grâce à Genie, ce qui n'était qu'un test technologique pourrait se transformer en une armada de drones sillonnant la planète rouge.